Je vais aborder dans cette communication une situation d'enseignement qui est très particulière, qui est une situation d'enseignement des arts appliqués et des cultures artistiques en lycée professionnel, qui s'apparente à un enseignement de design et qui fait l'objet de peu d'études finalement, mais qui nous renvoie à des questions assez fréquentes maintenant liées aux contraintes du milieu didactique. Alors je vais essayer d'expliquer tout cela dans une présentation qui se structure de manière suivante. D'une part, quelques ancrages théoriques pour essayer de poser le problème et notamment pour pouvoir discuter ensuite une partie qui me semble fondamentale, qui est la place du geste de l'enseignant de design en formation dans le milieu didactique et quelles sont les épistémologies qui sont en jeu dans ce milieu didactique. Les questions, les choix méthodologiques, principalement autoconfrontation et autoconfrontation croisée, mais là plus particulièrement autoconfrontation de 3 séances de classe filmées avec 3 professeurs stagiaires, et puis analyse des verbatims et retour sur les hypothèses, et enfin discussion et perspective. Alors pour parler rapidement du lycée professionnel en France, c'est quelque chose qui est peu étudié, qui commence à devenir un vrai objet d'étude et du coup un vrai sujet, à savoir que d'un point de vue sociologique, on commence à avoir une idée un peu plus précise aujourd'hui de ce qu'est le lycée professionnel, à savoir un contexte d'enseignement et une institution au sein de l'institution qui permet à des élèves en grande difficulté scolaire la plupart du temps, en tout cas majoritairement. Ça n'est pas la totalité, mais c'est une majorité d'élèves qui sont en difficulté scolaire et qui vont raccrocher quelque part ou se réengager dans les apprentissages à partir du CAP ou à partir du bac professionnel, dans le meilleur des cas. Et en fait, le lycée professionnel, tel que Gelab ou Di Paola et ses auteurs et ses co-auteurs l'ont décrit, c'est un lieu dans lequel les enseignements tentent de remettre les élèves en situation de formation avec une vocation particulière qui est de les former professionnellement. Et j'ai eu récemment l'occasion de communiquer avec plusieurs collègues sur une autre spécificité de l'enseignement professionnel, qui est l'enseignement de langue vivante et la manière dont les enseignants de langue vivante ont un rapport particulier avec le lycée professionnel, avec les élèves de lycée professionnel, et le décalage qui peut exister entre ces deux types de publics que sont les enseignants d'enseignement général et les élèves, population donc très particulière du lycée professionnel. Par ailleurs, l'enseignement du design, c'est aussi des travaux. Alors ici, je n'ai pas repris la littérature anglophone qui est très abondante sur la question, mais qui renvoie essentiellement à la formation des designers professionnels. Mais avec Christophe Moineau, on a pu publier quelques papiers sur l'aspect de la didactique professionnelle du design. On a aussi travaillé sur la question de la compétence de conception qui avait été mise en évidence par Jean-Charles Lebard dès 2009. Avec John Didier, récemment, on a travaillé sur une analyse curriculaire comparative des systèmes suisses et français. Donc, on commence à avoir une littérature qui permet d'y voir un peu plus clair sur ce qu'est l'enseignement du design. Et on a évidemment aussi un travail qui est en train de se faire et qui est un travail très important, qui est celui d'Emeline Roy, travail d'une doctorante, une thèse donc en cours, sur ce que seraient les prémices d'une didactique de l'enseignement de design en lycée professionnel, une question qui pour nous est fondamentale pour comprendre un peu mieux ce qui se passe quand on regarde des enseignants de lycée professionnel, des enseignants de design qui s'adressent à des élèves de lycée professionnel. Donc, questionner le milieu didactique spécifique de l'enseignement de design en lycée pro, c'est l'une des questions que je vais essayer de poser. Alors, le geste de l'enseignant de design en formation et le milieu didactique, ça reprend évidemment toute la littérature maintenant très abondante depuis presque une trentaine d'années, enfin oui, une bonne trentaine d'années, sur les travaux de Brousseau et Sansevy, entre autres, mais aussi repris par Amadesco, et puis repris récemment aussi avec Pascal Terrien, dans le cadre d'une approche sur l'éducation musicale dans les toutes petites classes de l'éducation prioritaire. Ces questions, en fait, amènent à se poser le problème de qu'est-ce que c'est que le milieu didactique tel qu'il a été théorisé par Brousseau, Sansevy d'un côté, la question de la manière dont les savoirs circulent dans ce milieu didactique est telle que Amadesco et Venturini l'ont questionné dès 2009,
et la manière dont Pascal Terrien aujourd'hui s'en empare en considérant que le milieu didactique est surtout constitué par des interactions qui rendent le milieu comme un système antagoniste de protagonistes qui interagissent entre eux et qui rentrent parfois dans des conflits, mais qui surtout travaillent ensemble et font circuler le savoir. Donc c'est ce que traduit ce schéma qui est ici repris et qui fait apparaître d'une part qu'on a un professeur qui enseigne, c'est son milieu, un milieu de l'expert qui peut être pour l'éducation musicale, donc c'était le cas pour le travail avec Pascal Terrien, c'est le milieu du musicien, parfois, pas toujours, mais en tout cas, ça peut être celui-là. Pour ce qui nous concerne, c'est évidemment le designer. On verra que les 3 cas que je vais vous présenter, ça nous renvoie à des enseignants stagiaires qui, avant d'être enseignants stagiaires, étaient designers, avaient une activité de conception. Donc, ils ont un milieu d'experts qui est là, présent, quelque part, au moment où ils enseignent. Il y a le milieu du sujet, qui n'est pas tout à fait le milieu de l'apprenant, c'est le milieu qu'apporte l'apprenant, c'est son milieu culturel, c'est son milieu social. Et ces milieux-là interagissent, et on le voit, sont parfois donc antagonistes, et on essaiera de l'exemplifier tout à l'heure, de l'illustrer tout à l'heure. Autre schéma qui nous paraît important pour bien comprendre ce qui est en jeu dans l'observation d'un milieu didactique avec des contraintes comme celles qu'on va regarder tout à l'heure, c'est évidemment toujours dans le cadre de ce milieu, la manière dont on peut le représenter sous la forme d'un palimpseste. Là aussi, c'est un travail que Pascal Terrien a initié depuis quelques années et qui nous semble tout à fait déterminant et tout à fait opérant pour comprendre un peu mieux ce qui est en jeu dans les apprentissages. En fait, ce sont différentes strates qui interagissent entre elles. On a vu tout à l'heure les 4 milieux qui interagissent dans le milieu didactique ou autour du milieu didactique. Elles interagissent, elles modifient les activités, elles créent ou elles suscitent des interactions entre les sujets, elles laissent des traces. Et ces traces, comme sur un palimpseste, eh bien, elles sont là et en même temps, elles ne sont pas utilisées. Ou parfois, on superpose autre chose et donc on conserve une stratification, mais parfois, elle est illisible ou parfois, en tout cas, elle rend le milieu didactique plus opérant. Il y a, à travers ce schéma, en tout cas, un mode d'approche et de compréhension de ce qui est en jeu dans le milieu didactique qui nous paraît extraordinairement efficient. Alors, je poursuis rapidement sur le cadre théorique, sachant que pour ce qui concerne les professeurs qu'on observe, on peut évidemment renvoyer aux gestes et donc au multi-agenda, aux préoccupations enchâssées des professeurs chez Bucheton et Soulet, mais aussi le travail qui a été fait par Émeline Roy et Pierre Colson sur ce multi-agenda chez les professeurs de design. Donc ça, on a déjà des informations là-dessus. Leur professionnalité, c'est la professionnalité telle que Frédéric Soja, par exemple, a étudié, ou bien les gestes de l'enseignant tels que Pascal Terrien l'a fait en 2015. On sait aussi maintenant ce que les élèves de lycée professionnel apprennent ou non en design, en lycée pro, à travers les traces de leur activité. Donc, on a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui nous permettent d'y voir un peu plus clair dans ce qui est en jeu, dans le geste créatif des professeurs en situation d'enseignement-apprentissage. Et là, avec une collègue, Alexandra Arnaud-Bestieux, on publie actuellement un ouvrage sur cette question. Donc, l'épistémologie qui est en jeu, de quoi s'agit-il quand on parle d'enseignement du design? Alors, il y a l'épistémologie au sens large, savoir une Foucault, il y a la matrice disciplinaire qui en découle par 2 volets, qui a été aussi reprise par Pascal Terrien, une épistémologie pratique des enseignants, telle que Chantal Amadesco l'a fait apparaître dans un texte récent. Et nous, on était plus intéressés par la question des enseignants dans les domaines artistiques, et là aussi, à travers son habilitation à diriger des recherches, Pascal Terrien a mis en évidence cette épistémologie pratique et nous a permis d'avancer un peu plus sur cette question, c'est-à-dire une épistémologie du design qui reste à définir pour nous, en tout cas, pour sortir notamment d'une praxéologie limitée ou d'une discipline qui pourrait être universitaire, mais qui est aussi d'enseignement. Entre deux, c'est un milieu, comme disent Petit et Deldic, c'est entre art et technologie. C'est une matrice disciplinaire qui est affinée. Et là, Émeline Roy et Pierre Colson aussi avaient travaillé là-dessus et l'avaient fait apparaître. Enfin, il y a le rôle du dessin au cœur de ces enseignements,
comme réponse insolente du matériau au concepteur, c'est-à-dire quand vous dessinez, vous ne dessinez pas exactement ce que vous avez en tête. Et pour un élève de lycée professionnel qui n'est pas dans la tâche, qui ne répond pas correctement à la tâche ou qui n'a pas envie de s'investir ou de s'engager dans la tâche, évidemment, le dessin peut être quelque chose qui va repousser l'engagement dans l'apprentissage. Voilà, donc les questions de praticiens réflexifs, d'incertitude ou d'expressionnisme élémentaire abordées par d'autres auteurs sont au cœur de la question de ce que les enseignants doivent enseigner. Alors, question, est-ce que les pratiques enseignantes de débutants, professeurs de design débutants, dépendent de plusieurs milieux au sein d'un milieu didactique engendré par la situation de cours? C'est une question reprise, là aussi, des travaux collectifs avec Pascal Terrien, sur la manière dont, finalement, ce milieu didactique qui émerge de la situation de cours, de la situation didactique, si ce milieu est dépendant de plusieurs milieux qui interagissent. Et plusieurs hypothèses ici, c'est que les enseignants sont empêchés par un manque d'expérience professionnelle, notamment parce qu'ils sont débutants, mais aussi parce qu'ils ont une épistémologie dite flottante du design, ce que j'ai appelé épistémologie flottante, c'est-à-dire une épistémologie mal située, mal constituée. Et puis, les enseignants stagiaires privilégient les savoirs de leur expérience. C'est l'épistémologie pratique, dont on a vu tout à l'heure qu'elle se définit dans le cadre de cette construction des savoirs que les profs amènent dans leur classe, milieu de l'expert, milieu de l'enseignant. On ne sait jamais exactement à quoi on a affaire, au détriment des savoirs du design. Et ça, c'est l'épistémologie du design ou le rôle du dessin, par exemple, qui sont en jeu. Alors, le terrain observé. On a 3 professeurs stagiaires, 3 situations de classe qu'on voit ici à droite, dans 3 établissements différents, un lycée professionnel tertiaire, industriel, transport, bâtiment. Et on a 3 classes différentes, donc un demi-groupe avec 3 ou 6 élèves, toute petite classe ici. Je précise que ce ne sont pas des groupes réels, ce sont des effectifs marqués par l'absentéisme, car l'une des spécificités du lycée professionnel, et ça nous est là aussi documenté par la sociologie de l'éducation, c'est qu'il y a un énorme absentéisme dans ces établissements, ce qui fait que dans des petits effectifs de CAP, il y a généralement à la fin dans la classe très peu d'élèves, et c'est le cas par exemple ici, on n'en a que 3 face aux professeurs. Mais on a aussi des classes de bac professionnel avec 16 élèves, comme on le voit ici, et ce sont donc des élèves qui apprennent un métier dans des domaines très différents, dans le tertiaire, dans l'industriel, dans le transport. Et ces situations, donc, sont des situations, par contre, d'enseignement général de professeurs de design qui enseignent le design à des élèves qui sont dans ces formations de métier. Une dernière précision, ce sont des séances de cours qui durent 55 minutes. Les professeurs ne voient ces élèves qu'une fois par semaine, dans la majorité des cas, pendant 55 minutes, et donc ils essayent de construire un enseignement dans ces conditions-là, et dans des conditions de classe aussi qui sont très particulières. D'un point de vue méthodologique toujours, ces 3 classes filmées font l'objet d'autoconfrontation, donc c'est une approche de type ergonomique. On garde les traces de l'activité par la captation vidéo. J'ai demandé aux 3 stagiaires de bien vouloir choisir dans la captation de chacune des séances les passages qui leur sont dans leur pratique. Ils ont fait ces choix et ils ont ensuite, en autoconfrontation, explicité ces choix et puis dialogué avec moi sur ce qui est en jeu dans l'énonciation des séances filmées. Je leur avais demandé aussi d'intituler les séances choisies. Alors, c'est le cas pour la première enseignante qui appelle le premier cours les parallèles, enfin, premier extrait les parallèles. En fait, elle enseigne la perspective conique à des élèves en électricité. Elle parle aussi de lâcher prise, on y reviendra. Le deuxième professeur que je vais appeler E, c'est l'explication de la projection en mode plan, qui va se traduire en il va choisir 4 moments. Un premier où il dit comment il explique la projection, ensuite comment il s'aperçoit qu'il échoue dans cette explication, enfin comment il explique à nouveau pour essayer de faire passer le savoir, et enfin un flottement en fin d'heure, mais ça je n'aurai pas l'occasion de l'aborder. Et puis le dernier exemple, c'est le tissage à la main, des motifs textiles et des mathématiques algébriques. Ça c'est le titre donné par l'enseignant. Comment évaluer la créativité? 3h30 de travail, ça se paye, on verra pourquoi, et laisser parler son inspiration pour faire des maths en arts appliqués. Donc voilà l'élément de la méthodologie et donc les choix qui ont été faits et ce que je vais vous proposer comme analyse à partir de là.
Donc, je suis reparti des verbatims de ces échanges qui ont été faits durant les autoconfrontations. J'ai repris l'intégralité des propos tenus et des dialogues et des interactions qui ont lieu dans les classes, dans les séances, dans les séquences, les petits moments choisis par chacun des stagiaires. Je les ai retranscrits et j'ai repris ici quelques éléments qui sont signifiants par rapport à la question de départ sur les contraintes du milieu dans lequel ces enseignants stagiaires travaillent. Ce qui apparaît très vite chez eux, chez le premier professeur, c'est en fait sa volonté de vouloir expliquer, d'étayer en permanence ce qui est en jeu dans la classe. Et c'est le cas quand il veut expliquer le plan. Tu imagines, je prends ici un exemple, tu imagines un photographe avec un champ de vision comme ça. Donc il parle que c'est par la photographie que l'élève va pouvoir comprendre ce qu'est un plan. Voilà, comme ça, tu sais où sont les éléments. Après, une fois que tu as fait ça, tu peux aussi t'imaginer être accroché au plafond avec la cuisine qui est coupée là, à ce niveau-là. Voilà, en fait, il essaye d'expliquer à un élève, alors je précise qu'en plus, les élèves auxquels il s'adresse sont des primo-arrivants qui ont de grandes difficultés d'apprentissage de la langue parce qu'ils sont en train de l'apprendre, tout simplement, et ils ont quelques difficultés aussi à saisir la prescription. Ce qui fait que le professeur est obligé d'expliquer, d'étayer, voire de surétayer ce qui relève de sa prescription. Et de fait, quand il commence à expliquer ce qu'est un mode plan, il prend l'exemple de la photographie, qui est un faux exemple, un mauvais exemple. La photographie, c'est de la perspective, ça n'est pas du plan, ça n'est pas de la projection plane sur un plan. Donc, il y a une première approximation qui va conduire ensuite à de grandes difficultés. C'est ce qui explique le choix de ces 4 séquences, notamment des 3 premières, où le prof dit qu'il doit réexpliquer, toujours expliquer, réexpliquer, sans que cela n'aboutisse finalement. Il le dit d'ailleurs ici, j'essaye de créer ce mécanisme mental dans la tête de l'élève avec plusieurs méthodes. Donc la première méthode dont je parle ici, c'est justement, voilà, pas bref, il hésite, il est là, il redit, il essaye d'expliquer. Là, ça n'est plus le verbatim de la classe, mais c'est le verbatim de l'autoconfrontation. Il essaie d'expliquer pourquoi il explique et pourquoi il réexplique aux élèves, et c'est très compliqué, il n'y arrive pas. Alors, je passe cet exemple, et je viens maintenant au deuxième cas, qui est celui de C, qui essaye d'expliquer la perspective conique à ses élèves. Les points de fuite qui convergent vers le centre, ok, ça c'est le verbatim donc de la séance que l'enseignante a choisi pour l'autoconfrontation. Les points de fuite qui convergent vers le centre, OK, et pour le sol, pour délimiter où est le sol, les élèves répondent, mais c'est inaudible. En fait, il faut que ça soit parallèle. Donc, parallèle, vous savez que c'est ce que c'est. Parallèle, c'est quand? Et les élèves répondent tous, ah, c'est quand c'est parallèle, évidemment. C'est quand c'est parallèle. Oui, c'est ça. C'est quand c'est pareil. En fait, il y a un écart, mais c'est de la même manière. Enfin, c'est, là, les élèves redisent quelque chose, c'est toujours inaudible. Ça ne se croise pas. Merci, Logan. Merci beaucoup. Un élève vient d'aider l'enseignante à aller plus loin dans son explication. Elle n'arrivait pas à définir le concept de parallèle ou simplement la notion géométrique de parallèle, et c'est un élève qui la tire d'affaire. Donc elle l'explique très bien par la suite dans l'autoconfrontation. J'ai choisi ce moment-là pour 2 raisons. Justement, pour ce moment où je leur fais face, puis je me retourne. Alors effectivement, juste avant cet épisode des parallèles qu'elle a du mal à expliquer, elle tourne le dos aux élèves, elle dessine au tableau. Et pendant ce temps-là, elle a l'impression que tout va bien. Et dans la vidéo, elle s'aperçoit que tout lui a échappé. Tous les élèves sont en train d'interagir, en train de faire autre chose que ce qu'elle pense qu'ils font, c'est-à-dire l'écouter et travailler, évidemment. Donc elle dit, quand je leur fais face, je vois que tous les regards sont vers le tableau, donc j'ai le sentiment, elle sourit, que tout le monde suit, et dès que je me tourne, il se passe plein de choses. Voilà. Le deuxième point, c'est vraiment sur la manière dont je m'exprime, la communication et la manière dont les informations sont transmises, où je n'ai pas du tout le sentiment. Moi, je n'ai pas le sentiment d'être clair, ça ne va pas du tout, etc., etc. Donc là, elle prend conscience qu'effectivement, elle n'a pas les mots pour expliquer des concepts qui peuvent être complexes, principe des parallèles, mais aussi ce que c'est que la perspective conique, c'est-à-dire comment on passe de droites qui ne se croisent jamais à des droites qui brusquement doivent se croiser pour la représentation en perspective. Et elle le dit, je me rends compte que je suis incapable de le définir clairement. Je me rends compte que sur des choses comme ça, simples, en fait, je n'ai pas, à ce moment-là, je n'arrive pas à réexpliquer l'idée, le principe de parallèle. Voilà, je termine
très vite, puisqu'il va falloir arriver aux conclusions maintenant, du troisième enseignant, qui lui a choisi des moments où les élèves lui font remarquer qu'ils ont beaucoup travaillé et que c'était très intéressant et qu'ils ont envie d'être valorisés. Et l'enseignant ne s'y attend pas du tout. Il ne s'y attend pas du tout. Et donc, après avoir remis en place un des élèves qui se baladait avec les mains dans les poches, comment dire, un des élèves lui fait remarquer que son camarade a très bien travaillé. Et donc, le professeur se tourne vers lui. Tu as un souci, monsieur, il n'y a pas de bleu. Ça, c'est bon, voilà. Ça, c'est un élève qui interagit. On aurait dû l'enlever. Ce sera noté aussi, répond M au professeur. À grande question, répond le professeur. Intérêt que ce soit 20 sur 20, dit l'élève. Et tu penses que je vais te noter, que je vais le noter? Ben oui, pour la créativité. Et j'ai mis du temps à le faire, dit un autre élève. Ben 3h30 de travail, quand même, ça se doit. Voilà. Donc là, le professeur est surpris par ce qui est en train de se jouer. Il n'y s'y attendait pas. Sa première réaction, tu penses que je vais le noter, c'est une façon de repousser le moment de la réponse. Et donc, en fait, il le redit après. Alors là, j'ai utilisé, c'est plus tout à fait le verbatim, mais je me suis permis d'utiliser un extrait du mémoire de master qu'il a écrit suite à ce travail et suite à l'autoconfrontation. Et là, en fait, on retrouve ce que le professeur vit à ce moment-là, ce qu'il comprend quand il voit ces séances, quand il voit cette séquence. Il dit « je sème le doute ». Il se joint à la conversation, il donne également son point de vue. Je retiens 3 points importants. Premièrement, les élèves, conscients de la qualité de leur travail, sont persuadés de pouvoir obtenir une excellente note. Deuxièmement, suivant son argument, pour M, la créativité semble être une compétence qui peut être et qui doit être évaluée. J'en déduis qu'il considère qu'un travail créatif est une compétence professionnelle, au moins qui va à celle-ci, et qu'elle mérite une reconnaissance. Il parle même ici, on le voit, il fait le lien entre le milieu professionnel et l'école, ça c'est les élèves, hein. Il pense que les élèves font ce lien-là, entre salaire et notes, entre tâches professionnelles et travail créatif. Voilà, la prise de conscience, la prise de recul de chacun des professeurs stagiaires ici est énorme. Donc, je ne vais pas avoir le temps de détailler ce qui relève des résultats spécifiques à chacune des hypothèses, mais redire pour chacune, en tout cas, que la modification de la place des enseignants débutants, c'est-à-dire qu'ils étaient designers avant d'être enseignants, et ils pensaient pouvoir transmettre leur savoir sans se poser plus de questions que cela, sans doute. Mais cette modification dans le milieu permet de mieux comprendre ce qui peut les empêcher d'agir. C'est-à-dire qu'il y a un enseignant qui pense que la photographie permet d'expliquer le plan, c'est faux. Il y en a un autre qui pense qu'il va pouvoir enseigner la perspective sans penser à la géométrie et sans revenir sur des bases de géométrie, c'est faux. Et un autre, enfin, qui pense que l'implication, ça ne se valorise pas. En tout cas, qui ne le pense pas tant que les élèves ne le lui demandent pas. Par les 3 professeurs stagiaires laissent de la place aux élèves pour s'emparer autrement du savoir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en jeu dans le cours laisse de la place aux élèves, laisse de la place au détriment du professeur qui ne pensait pas que les élèves allaient utiliser ce vide. Et puis, le fait que le design est une épistémologie un peu flottante ou floue, enfin bon, bref, peu importe le qualificatif, ça contribue à forger l'épistémologie pratique hésitante des 3 enseignants stagiaires qui ne sont pas à l'aise, qui sont dépassés par les situations et en prennent conscience dans les autoconfrontations. Alors, pour aller maintenant vite et à l'essentiel, donc ça, je reprenais les trois éléments des résultats, les 3 observations faites précédemment, mais je reviens maintenant sur les schémas et je les discute en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans ces milieux qu'on a observés, on a des élèves qui sont préoccupés par un tas des sujets qui sont préoccupés par un tas de choses, par un tas de problèmes, et qui ont besoin, en tant qu'apprenants, alors qu'ils sont en difficulté, de valorisation. Donc, effectivement, ce milieu qui est en jeu et ces milieux antagonistes qui sont en jeu dépassent largement les problèmes que se posent les professeurs qui, d'un côté, en tant qu'experts, ça n'est pas leur expertise qui est attendue, et de l'autre, le professeur dans son milieu qui, lui, est en train de se construire, en train de construire ses compétences et qui a du mal à faire le lien entre les deux et à jouer avec les 2 autres milieux antagonistes que sont celui du sujet et celui de l'apprenant. Donc, le déséquilibre didactique, il est bien là. Il est effectivement là, au sein du milieu considéré comme système antagoniste, nous disait Pascal Thérien,
déjà auparavant. Je reviens sur, là, cette fois, le palimpseste, et juste pour dire que les traces laissées sur le palimpseste racontent ces superpositions des situations, telles qu'on vient de les décrire, avec des interactions, des compétences qui sont généralement mobilisées. C'est là où le milieu de l'élève prend le pas sur celui du professeur et encore plus sur celui de l'expert. Là où le milieu de l'expert, on pensait pouvoir le mobiliser dans le cours en tant qu'enseignant débutant, eh bien, on est obligé de le laisser à la porte et on est obligé de réinventer son métier complètement. Voilà. Alors, pour terminer, limites et perspectives de ce type de recherche. D'abord, un empan des exemples et du terrain observé limité, mais qui ouvre malgré tout des perspectives en didactique. Et là, évidemment, le travail que l'on est en train de mener avec Emeline Roy, par ailleurs, sur sa thèse, nous permet d'élargir considérablement et puis surtout d'affiner tout ça. Le but étant de penser une didactique de la conception du design dans laquelle l'épistémologie pratique des professeurs serait décrite et explicitée afin d'être mieux qualifiée. Et il s'agirait ainsi de caractériser le développement du geste créatif des professeurs débutants de design en lycée professionnel dans le sens d'un agir professoral, une activité formative, qui ne serait plus empêchée ou entravée, mais qui favoriserait en la reconnaissant la pratique réflexive des élèves par l'activité de dessin et de conception. Voilà les éléments bibliographiques, mais surtout merci de votre attention. J'espère ne m'avoir pas trop dépassé.